j'ai parti en bateau Moroni en juin. J'ai resté en juin dans un village qui s'appelle Domoni jusqu'à 5 jours. Après, on a pris le Kosso. J'avais peur, mais j'étais obligée pour me soigner. J'étais malade et le médecin m'a dit que le pancréas diminue. Donc ça me fait peur. J'ai pris le risque pour venir ici. Nous avons pris le Kosso à 2 heures jusqu'à minuit. On est descendu à Bamandi. On est caché comme ça jusqu'à trouver un endroit pour dormir. Après le matin, j'ai pris la barge pour venir à Grande-Terre. J'ai vu ici depuis 2003, je suis allée soigner et après j'ai trouvé un travail comme une bricole, pas tous les jours, mais c'est bon. Mais après, j'ai arrêté parce que la police fait des recherches. Ils ne voulaient pas qu'on travaille, les sans-papiers. Donc, je me suis restée chez ma mère jusqu'à ce que je me suis mariée. On a fait juste la mariage religieuse. La mariage religieuse ne compte pas ici à Mayotte. Il a dit oui, je vais t'aider, je vais faire un mariage, je vais même t'envoyer dans une école pour faire des formations puisque tu n'as pas fait de formation. Donc j'étais très naïf, j'ai accepté, je pensais que c'est vrai. Il a profité de la situation que moi je n'ai pas ni personne pour me défendre ici. Et donc il a dit n'importe quoi. Après qu'on s'est marié, il a montré ses griffes. Mais c'est déjà trop tard, j'avais un enfant de lit dans mon ventre, je ne peux pas sortir. J'irai où avec un enfant dans mon ventre, sans papier, sans travail? Comment je vais faire? Il a refusé même de le déclarer. Je me suis assis à genoux devant lui pour lui prier. Je sais que ce n'est pas bon de prier une personne, mais j'étais obligée de le supplier pour déclarer son enfant. Moi, je ne l'aimais pas trop, mais je pensais que s'il m'aide, je vais rester avec lui même durant toute ma vie. J'ai resté avec lui jusqu'à ce qu'il trouve une autre femme. Donc il m'a chassé, il m'a dit maintenant je n'ai pas besoin de toi, tu vas sortir. Il a dit que si tu ne sors pas tes affaires, je vais fermer à clé et tu ne les trouveras pas. Donc j'étais obligée de sortir le même jour pour chercher une maison, sans économie, sans travail. Izy tsy miandry valibave eo andrefatrano miandry mena fify izy miandry ny masoandro idify valiny fony fatojy ny kendrena ireto ankizy tsy mba misy mahone zany vehivavy zany tsy mba ondrika tsy nitomany nandratra ny velan-tanany anasoavanareo zanany. Ce qui s'est passé à l'époque, au moment de l'indépendance des Comores, les choses sont assez claires, même si elles sont discutées juridiquement. Il y a eu, comme vous le savez, un vote organisé dans l'ensemble de l'archipel. 3 populations résidant dans ces 3 îles, Grande Comore, Mohéli et Anjouan, ont choisi l'indépendance. Et une des 4 îles composant géographiquement l'archipel des Comores, Mayotte, une des 4 îles, ou plus précisément la population de cette 4e île, a choisi la France. À l'époque, le choix politique et juridique fait par la France a été de comptabiliser séparément les résultats obtenus à Mayotte, en considération essentiellement du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Cette analyse politique et juridique, elle est contestée en effet par le gouvernement de l'Union et
elle est contestée en effet elle peut être contestée en effet au niveau international. Moi, je ne rentre pas dans la controverse juridique. Je rappelle simplement que le Conseil constitutionnel français, à l'époque, dont notre organe chargé de contrôler la conformité de la Constitution, la conformité des lois à la Constitution, le Conseil constitutionnel français a validé la position juridique prise par le gouvernement français. Dans les années 70, alors que les Comores, les autres îles des Comores, c'est-à-dire Anjouan, Mohéli et Grande Comore, ont choisi leur indépendance, Mayotte a choisi de rester dans le giron français, de rester territoire français. Et il y avait à l'époque, dans les années 70, à peu près 40 000 habitants à Mayotte. Et depuis, la situation institutionnelle de Mayotte a évolué au fil de temps pour en faire une collectivité départementale actuellement, et peut-être demain un département d'outre-mer. Il y a aujourd'hui 185 000 habitants à Mayotte au dernier recensement, dont sans doute environ 25% qui sont étrangers en situation irrégulière, provenant majoritairement de l'île voisine d'Anjouan, qui n'est séparée de Mayotte que par 70 km de mer. Moi, en 1992, je suis venu en voie légale. Je n'étais pas illégal, je n'avais pas de problème. À l'époque, j'ai travaillé avec des particuliers, des gens de la préfecture, puisque je faisais des maquettes. Je faisais des maquettes en bâtiment et même des Français qui avaient leur maison en France, ils ont envoyé des photos. Et puis je faisais des maquettes de ces maisons qui étaient en France. Mais maintenant, je ne peux pas faire puisque je suis à voie illégale. Avant 1975, il n'y avait pas de problème, on était ensemble. Les gens d'ici viennent là-bas et là-bas viennent ici. Chacun peut circuler comme il veut, puisque Mayotte, c'est Comores. Avant même que le visa de 1994 soit mis en place, les bateaux faisaient la traversée de façon tout à fait régulière et les gens venaient simplement pour assister à un mariage, pour se faire soigner, parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux, ou simplement pour travailler 6 mois, 9 mois, gagner un peu d'argent et repartir. C'est vrai qu'à partir du moment où il y a eu le visa, on savait que si on voulait revenir, il faudrait demander un visa, on savait qu'on ne l'aurait pas. Donc on ne part plus. Donc on ne vient pas seulement pour voir la cousine, on vient voir la cousine et on reste. Si on veut se faire soigner ou faire soigner ses enfants, c'est pareil, on va rester parce qu'on ne peut pas repartir. On a peur de ne pas pouvoir revenir. Ça cause vraiment du tort, je crois, aux relations familiales et aux liens ancestraux entre les îles. Mais il faut savoir quand même qu'historiquement, les 4 îles sont 4 îles sœurs qui ont toujours vécu extrêmement proches les unes des autres, avec énormément d'échanges, des échanges commerciaux, des échanges familiaux, des échanges culturels, et que toute cette proximité, elle existe aujourd'hui, elle est perturbée, j'allais dire, par le fait que Mayotte soit la seule des îles à être restée française, d'avoir fait ce choix-là, ce qui fait que la certaine homogénéité culturelle, sociale, économique qui existait auparavant est maintenant bousculée. En 1993, j'étais de retour à la Grande Comore à cause d'une maladie. Ma famille qui était ici m'a fait retourner à la Grande Comore pour aller traiter. Et la situation là-bas ne me plaît pas. J'ai eu l'idée de retourner à Mayotte. J'ai revenu avec le boutre. C'était en mars 2000. Je n'avais pas le choix, puisque le gouvernement comorien a bloqué le visa pour montrer que Mayotte appartient à l'ensemble des îles Comores. Ils ne veulent pas comprendre ou bien connaître que Mayotte veulent être français. Ils ne veulent pas. Ils veulent que Mayotte soit comorien de vie. Il y a des villages spéciaux qu'on connaît, qu'il y a des boutres qui traversent en juin Mayotte. On se présente et puis on demande, si on est au village, on demande, vous ne savez pas à quelqu'un, une boutre qui partira de Mayotte aujourd'hui. Et s'il y en a, si c'est le lendemain, mais on vous présente le propriétaire et puis vous allez payer et puis prendre le voyage. Maintenant, il y a un grand problème puisqu'il y a les gendarmes et la police, les douanes qui circulent en mer. Beaucoup de poutres sont arrêtés. Premier voyage, j'étais attrapé en mer par la gendarmerie. C'était la nuit. Il vient avec un Zodiac.
Il y avait 3 gendarmes et puis quand il approche de nous, c'est à partir de là qu'ils ont allumé et bah! Et puis on m'a fait retourner en juin. Et puis je prends un autre poutre. On m'a fait retourner un vendredi et puis le dimanche midi, j'ai monté dans le poutre. J'ai rentré ici la nuit. Je n'ai pas téléphoné, je n'ai rien dit, j'ai rentré et puis je descends. J'ai resté jusqu'au matin, puis je prends un taxi vers la ville. Anjouan Mayotte, c'est un petit peu la ligne régulière qui se fait de manière très habituelle ici par le biais de Kwassa Kwassa, qui sont ces barques de 7 à 8 mètres et qui vont être surchargées de 15 à 39, on allait jusqu'à 39 personnes, éventuellement avec du bétail aussi, des zébus, des chèvres. Donc un mode de transport qui permet d'amener à Mayotte un certain nombre de personnes en situation irrégulière en mettant leur vie en danger parce que 70 km de haute mer, dans ces conditions-là, c'est extrêmement dangereux. J'avais des amis d'enfance, on était 4. Nous sommes partis pour venir à Mayotte en 1994. Et puis on est parti jusqu'à Mzamboro. Ça c'était mon premier voyage, hein, j'ai essayé. Et puis on n'arrivait pas à rentrer à Mayotte. On a fait le demi-tour pour en juin. Le lendemain, la barque devait venir. Moi je me suis dit, non, je ne reviens pas. Parce que j'avais peur. Le soir, le lendemain, on te dit viens. Je dis non, comme c'était difficile, je vais rester d'abord. Les autres sont partis. On les verra, je m'adormais. Ils ne sont jamais retournés. Chez nous, en juin, ça s'appelle le chemin de la mort, le voyage sans retour. Et le problème, c'est qu'ils embarquent trop de gens. On était 46. En général, plus de 20, c'est pas bon. Plus de 20, c'est pas bon. Mais il fait pour gagner leur argent et nous autres, on ne passe pas au danger. Il y a des bateaux que tout le monde mort. Beaucoup de Kwassa Kwassa qui s'écrasent, beaucoup de meurtres. Et beaucoup de rumeurs, mauvaises rumeurs, et moi je ne peux pas prendre ces risques-là. C'est un risque qui, si jamais on a eu la chance d'atterrir sur Mayotte, c'est une chance inouïe que jamais. Quoi. Parce que vous ne pouvez jamais s'imaginer, parce que vous n'avez jamais assis sur la barque, mais c'est moi qui ai assise, et c'est moi qui peux me sentir sur la barque, et puis jamais c'est un voyage à qui on prie toujours à Dieu, on casse toujours les bras, on oublie tout pour venir, mais sinon, c'est pas un voyage à répéter ça. C'est juste un voyage aller, c'est pas un tour quoi. J'ai essayé une fois, j'ai eu peur parce que c'est trop risqué. Je suis monté dans la barque, on est allé un peu plus loin. J'ai vu il y avait quand même une balance. J'ai dit, écoutez, il vaut mieux diminuer les gens. Ils ont refusé, j'ai commencé à crier. Ils ont retourné, ils ont enlevé 4 gardes. Moi, j'ai dit, moi aussi, je descends. J'étais le 5e. Ici, on dit que c'est le cimetière le plus important de l'océan Indien. Il y a des centaines de morts chaque année, ou par noyade, ou dévorés par les requins d'ailleurs. C'est dans des retours qui sont des retours de clandestins. Et ces Kwassa sont d'ailleurs financés par des gens qui profitent de la misère humaine, qui sont souvent de l'autre côté de la mer, c'est-à-dire vers les Comores. L'autorité judiciaire réprime sévèrement les passeurs qui, par leur activité de pilote de ces embarcations, favorisent à la fois l'entrée d'étrangers en situation irrégulière sur le territoire de Mayotte, mais surtout, parce que c'est ce que la loi prévoit comme étant le plus grave, mettent leur vie en danger. Le procureur de la République, systématiquement, requiert des peines d'emprisonnement fermes, immédiates, et de grosses peines d'emprisonnement, 1 an et demi, 2 ans, suivant notamment que la personne est en récidive ou pas. Quelle est la cause profonde de l'immigration clandestine à Mayotte? Vous la connaissez comme moi, c'est l'écart de niveau de vie, le différentiel de niveau de vie entre la population comorienne et la population et les Mahorais. Un écart de niveau de vie ou de revenus qu'on évalue aujourd'hui de 1 à 10. Et on dit toujours, vous le savez, qu'il y a 3 piliers, trois grands piliers de l'immigration clandestine. La santé, c'est-à-dire la volonté d'accéder à un système sanitaire plus protecteur de la santé de l'individu. L'éducation, la volonté de pouvoir bénéficier d'une éducation, d'une formation.
Et puis le travail, d'où la question du travail clandestin qu'on a ici. Puis ici, j'avais l'idée que j'aurais les moyens de faire mon travail. Et quand j'étais venu, j'ai passé à la cime, on m'a dit qu'on ne peut pas te donner du travail. Et puis, il y a un autre Maoré qui vient de la France et qui faisait les maquettes. Donc, je me basais sur l'agriculture. C'est pour cela que je suis là. Je ne paye pas. Vous savez, nous sommes de même race, de même religion et de même culture. Hein? Même langue. Si je parle un Maoré, ne peut pas dire qu'il ne comprend pas. Je demande, ou bien je viens au terrain, je demande qui est le propriétaire, je me présente et puis il m'a donné, lui. Il y a une grande parcelle de terrain, il ne cultive pas, donc il y a un secteur qui n'est pas utilisé. Il m'a dit que si vous pouvez travailler là, vous allez travailler pour gagner le pain des enfants. Les Maorais cèdent. Il y a plus grande partie des Maorais qui cèdent, qui donnent des terrains à des gens des autres îles pour qu'ils gagnent leur pain. Il y a des femmes qui vont au marché, qui viennent dans les champs pour voir là où il y a les produits et puis elles achètent. C'est comme ça qu'on vend ici, nous les sans-papiers. La main-d'œuvre clandestine, pour moi, j'ai dit, c'est qui fait vivre 90% de l'île. Ces gens-là, ils ne sont pas déclarés, et tu le trouves partout. C'est de la chance pour Mayotte, ces gens-là. Parce que le malheur des uns, c'est le bonheur des autres. Parallèlement, ces gens-là, ils travaillent beaucoup, 24 sur 24, je peux l'avouer. Et tout ce que tu trouves, la majorité, ce produit-là, c'est eux, la pêche. La pêche qui passe fil à haut, ou le féliquier, ou le banal de manioc qui se vend sur la route, le tomate. C'est souvent sur ces gens-là. Alors on achète moins cher, et eux, ils travaillent dur. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de gens qui vont le déclarer, parce que si jamais ils l'ont déclaré, tout ça va coûter cher. Une semaine a été décidée, si vous voulez, un coup très fort, où les organes de police se sont tous réunis, police, gendarmerie, etc., tapé très fort dans l'île en se disant aujourd'hui, pendant une semaine, on va vraiment ramasser beaucoup de personnes. C'était il y a 2 ans, je pense que toutes les personnes qui habitent Mayotte s'en souviennent. Pendant une semaine, on ne pouvait plus acheter de légumes, ni de fruits, ni de poissons, et il n'y avait plus de taxis. Oui, ils sont essentiels. D'ailleurs, des fois, quand il y a des rats dans certains endroits, il y a toutes sortes d'activités annexes qui tournaient autour des clandestins qui ont des soucis. Très étrange, par exemple, l'endroit où on fait les fax, téléphones, tout ça. Des fois, c'est les Maorais qui tiennent ça, et c'est les clandestins qui utilisent ce genre de service. Et quand il y a une grande rafle, pendant un mois, on serre la ceinture parce qu'il n'y a plus personne qui utilise le téléphone, plus personne qui envoie des fax. Ça arrange parce que c'est la seule main-d'œuvre. Tout le monde l'embauche, même ceux qui connaissent la loi, ils embauchent les clandestins parce que pour faire la maçonnerie, pour faire dans tous les métiers, ce sont eux les plus courageux. Donc il y a aussi là toute une hypocrisie qui tourne autour de ça. Parce que tout le monde sait que ces gens qui sont là, mais ils apportent à l'économie de l'île. Ils apportent beaucoup à l'économie de l'île. Vous avez continuellement des affaires. Encore dernièrement, lors d'un chantier, donc là en ce moment il y avait les problèmes de défiscalisation, puisque pour profiter des défiscalisations, il fallait que les constructions soient terminées avant le 1er janvier. Donc forcément il fallait accélérer les travaux, et quand on a besoin d'accélérer les travaux, on a besoin de plus de main d'œuvre. J'ajouterais qu'il peut d'ailleurs y avoir une certaine hypocrisie de la société mahoraise, puisque globalement l'opinion publique mahoraise s'insurge contre l'immigration clandestine, reproche même parfois aux représentants de l'État de ne pas en faire assez, mais il faut aller jusqu'au bout de la logique. Si on s'insurge contre l'immigration clandestine, il faut éviter aussi des pratiques contraires à la loi française, éviter l'embauche de travailleurs clandestins dans des conditions souvent franchement inacceptables, qui peuvent parfois s'apparenter à l'exploitation, au trafic de main-d'œuvre. Il y a beaucoup. Si je vous dis 90% c'est comme ça, c'est franchement je ne mens pas. Ils t'amènent, tu travailles là, tu as fini le travail, tu veux ton argent. Ah, tu vas dans 2 mois ou dans 1 mois tu viens. Quand tu viens, ils te donnent un peu. Quand tu viens,
Des fois, il appelle la police, il regarde s'il a un ami, la police dit dans telle heure, tu viens, il y a un monsieur qui va venir, tu vas l'attraper, tu ne dis rien, tu l'amènes en joie. La question du travail clandestin est profondément déstabilisatrice. D'abord parce qu'elle conduit à embaucher des travailleurs enjoignés clandestins dans des conditions inacceptables, inacceptables, moi je le dis franchement, et puis parce qu'elle ôte à des Mahorais la possibilité d'accéder au travail. Je crois que c'est la pression politique ici qui est forte, qui empêche, qu'il y a un blocage politique de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y a quand même dans l'idée que si c'est un enjoigné qui est pêcheur, c'est un Mahorais qui n'est pas pêcheur. Donc si on embauche un enjoigné pour faire du bâtiment, c'est un Mahorais qui n'a pas de travail. Et il me semble que c'est une fausse analyse parce que bien souvent, les jeunes qu'on envoie maintenant en métropole avoir des formations professionnelles, ce ne sont pas ce genre de métier qu'ils font. Ils ne veulent pas être agriculteurs, ne veulent pas être pêcheurs, ne veulent pas travailler dans le bâtiment. Aujourd'hui, il y a un désintéressement total de la société mahoraise sur le métier de la terre. Aucun jeune ne veut toucher la terre. L'emploi, elle est là, mais elle ne le veut pas. Même s'il y en a peu, mais le peu qui existe, on n'arrive pas à les compenser. C'est un sous-métier pour les Mahorais, c'est un métier, c'est le plus bas des métiers, travailler la terre. Ce qui est dommage parce que c'est le travail de nos ancêtres. J'aurais tellement voulu qu'on facilite la procédure, qu'on laisse déclarer les enjoignés ou disons les Comoriens, peu importe leur situation. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des implantations plus ou moins nécessitant de la main-d'œuvre et qui demandent des mesures de régularisation. Et là-dessus, aujourd'hui, c'est le silence total. Je pense qu'il y a vraiment une hypocrisie ou alors on ne veut pas voir la réalité en face. Si ce n'est pas des clandestins, c'est personne, à vrai dire. Et la plus grande partie des gens qui travaillent la terre ici, ce sont des enjoignés. Il y a des vieux Mahorais qui sont dans le champ et il y a des jeunes Mahorais qui sont dans le champ, mais ils utilisent des sans-papiers. Les Mahorais, ce sont des patrons. C'est illégal, mais si un Mahorais a un terrain, il peut prendre un enjoigné pour cultiver et puis il lui paye. Il lui paye 100 € ou bien 150, mais c'est quelqu'un qui n'a pas de papier. Et vous savez, vous savez très bien, les gens sans papier, l'essentiel c'est de vivre. Il gagne peu, mais il n'a pas le choix. Depuis 3-4 ans, nous travaillons de façon très ordonnée, très coordonnée entre les différents services. Il y a eu en 2007 à Mayotte plus de 14 000 reconduites à la frontière et environ 16 000 éloignements effectifs puisque certains parents majeurs repartent et c'est souhaitable, on pourra y revenir avec leurs enfants. Il faut savoir que ces dernières années, l'État a fait un effort considérable justement pour lutter contre l'entrée irrégulière des étrangers et a mis en place une couverture radar qui nous a particulièrement aidé pour pouvoir intercepter les Kwassa. L'interception de Kwassa, ça ne se fait pas par le pur des hasards. En règle générale, les radars qui sont disséminés, bien entendu, sur l'île de Mayotte, et dont la situation, bien sûr, est tenue confidentielle, détectent donc des éco-radars. À ce moment-là, les moyens nautiques qui sont soit en attente au large, soit au port, se dépêchent donc sur l'éco-radar. Alors parfois il s'agit d'un pêcheur, parfois il s'agit bien évidemment d'un Kwassa. Et les interceptions deviennent plus difficiles. Elles deviennent plus difficiles parce que les risques pris sont parfois plus importants. Les attitudes des passeurs sont parfois plus dures qu'avant, puisque certains passeurs n'hésitent pas, on l'a vu tout récemment, à délibérément faire que l'embarcation, Kwassa, comme on dit ici, vienne se fracasser contre la vedette de la PAF ou de la gendarmerie. Mais ce raidissement-là, c'est bien le signe de l'efficacité de notre politique de répression.
Suite à la collision entre le Kwassa et la vedette de la police aux frontières qui a fait 2 morts en décembre 2007, la sénatrice de Paris, Madame Nicole Borvo-Cohen-Seat, a saisi la Commission nationale de déontologie et de la sécurité afin d'enquêter sur les circonstances du naufrage. La commission a rendu son rapport le 14 avril 2008 et elle recommande instamment de ne plus recourir à des méthodes qui aboutissent à la mise en danger d'êtres humains, notamment de femmes et d'enfants dans des conditions susceptibles de caractériser le délit d'homicide involontaire. Moi, je suis ici en 2000. À partir de 2000, je vendais mes produits au marché de Mamoudzou. Avant, c'était facile, mais actuellement, la circulation, le contrôle des gendarmes, de la PAF, et tout ça, maintenant, c'est trop risqué. C'est trop risqué, surtout à partir de 2006-2007, c'est trop risqué. Ouais. À partir de 2006-2007, c'est risqué. Si on passe, si on a pu passer, c'est de la chance. Ils arrêtent les voitures, ils demandent des papiers dans la rue, si vous passez, et puis ils rentrent dans les villages, partout. S'il y a une chose qui me choque vraiment terriblement, qui me choque le plus, c'est de voir le peu d'intérêt que Mayotte suscite en métropole. On a beau essayer de faire des démarches en métropole pour avertir les gens, finalement ici c'est quoi? C'est à 10 000 km. Qu'est-ce que c'est? On s'en moque. Il est vrai que quand j'observe les réactions aux affaires en France, en métropole, on est tous surpris de voir que ce qui choque là-bas, et ce qui est à juste titre souvent, c'est le pain quotidien ici. Qu'on a mal à la République ici, parfois, quand on est attaché à un certain nombre de valeurs. Et on cherche le sans-papier dans des endroits où on ne devrait pas les chercher. Il y a encore quelques jours, un monsieur à Mamoudzou me racontait qu'il avait vu des gendarmes dans un petit troquet. Il était en gros midi moins le quart. Les bonnies sont venus chercher les enfants à l'école. Ils sont sortis au moment où les femmes ressortaient avec les enfants de l'école maternelle. Quand elles ont vu les gendarmes, tout le monde s'est mis à courir. Il y avait des enfants qui étaient tout seuls. Il y avait des femmes qui serraient leurs enfants, qui ne voulaient pas partir. Je crois que c'est ça la politique chiffrée en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas une recherche raisonnable du clandestin, c'est une recherche à tout prix du clandestin, quelle que soit la situation dans laquelle on le recherche. On est, si vous voulez, quand on se promène sur l'île, quotidiennement confronté à des choses qui nous touchent. Je dirais des arrestations quotidiennes, des rafles en permanence, des courses dans les rues. Et si vous aviez une caméra pointée sur les boignies en train de courir dans tous les sens avec les enfants dans les bras, demain il n'y aurait plus personne pour faire ça à Mayotte. Il vient même dans les champs. Hein. Il vient même dans les champs. Hein. Il y a une femme qui était arrêtée dans mon champ un jour. Hein. Ce jour-là, ils étaient venus et puis il vit des gens qui étaient tout près de la route, où il y avait leur voiture, et puis les gens couraient, des femmes et des hommes. On a regardé, on a vu les gendarmes, et puis on a couru aussi. Ouais, ils sont venus jusqu'au bordure de mon champ. Ouais. Et il y avait une femme qui était là, et il l'appelle, et puis elle est venue, et puis il a demandé des papiers, il n'avait pas là. Et puis ils ont amené cette femme, on vous amène à la mairie, et puis ce sont les gens de la mairie, les polices municipales, qui disaient que ce monsieur-là, lui, il a une situation où il n'a pas là. Ils amènent à la gendarmerie et puis faire le PV, et puis signer, et puis on l'envoie à Dzaoudzi. Le centre de rétention, en fait, c'est un lieu de passage entre le moment où la personne est arrêtée et le moment où elle est expulsée. Donc, en métropole, quand la personne est expulsée, il y a un certain nombre de procédures qui permettent aux retenus de faire valoir ses droits ou de demander à un juge de vérifier la validité de son expulsion. Et ici à Mayotte, en fait, comme en Guyane, le recours n'est pas suspensif. C'est-à-dire que quelqu'un devrait pouvoir dire « moi je ne suis pas d'accord », une association, un avocat, dire « attendez, la situation de cette personne fait qu'elle ne devrait pas être expulsable, il me faut du temps pour le prouver, en attendant suspendez la reconduite à la frontière ». Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment un déni de droit fondamental pour le sans-papier qui se trouve ici à Mayotte. Donc en fait, notre rôle il est important parce que on essaie d'empêcher l'expulsion, de faire valoir à la préfecture que la personne qui est retenue ne devrait pas l'être. Mais j'y suis rentrée avec la directrice qui s'occupe des bénévoles de la CIMAD à Paris.
où le centre de rétention nous a vraiment surpris, elle autant que moi, pourtant elle a l'habitude puisqu'elle a déjà, je crois, vu tous les centres de rétention de métropole. Et celui de Mayotte est vraiment inqualifiable. En termes d'insalubrité, de vétusté, de conditions d'hébergement. Les personnes n'ont que du béton sur le sol pour dormir, il n'y a même pas de petites nattes, vous n'avez pas d'objets pour occuper les enfants et les personnes peuvent rester jusqu'à 5 jours dans ce lieu-là avec simplement 5 douches et 5 toilettes et vraiment le minimum vital, c'est-à-dire un toit et puis le sol. Je crois qu'en métropole, il y a suffisamment d'associations relativement puissantes qui agiraient en disant c'est pas possible, on ne peut pas laisser dormir des enfants sur du béton, on ne peut pas laisser des femmes calettes sans nourriture digne de ce nom, on ne peut pas mettre entre 4 murs une femme enceinte de 9 mois qui s'apprête à coucher. Je crois qu'il y aurait des réactions violentes ici, il n'y a pas de réaction. La personne reste là et elle attend d'être expulsée. Et dans les faits, elle devrait avoir un téléphone pour joindre un avocat ou un proche, toute personne de son choix. Et dans les faits, à Mayotte, il n'y a pas de téléphone. Donc, en fait, les gens sont mis dans l'incapacité de faire valoir leurs droits, même quand ils ont des raisons fondées pour le faire. On s'est fixé des objectifs simples pour commencer. C'est d'abord de vérifier que les personnes qui sont au centre ne sont pas parents d'enfants français, ça arrive souvent. Qui ne sont pas malades et qui normalement ils devraient rester dans le territoire s'ils l'étaient. Dès qu'on a les documents qui permettent de prouver que la personne ne devrait pas être expulsée, généralement la préfecture nous reçoit, prend les documents et si le cas est valide, il lève la reconduite à la frontière. L'expulsion est vraiment rapide en quelques heures parfois. Si la personne est arrêtée le vendredi matin et qu'on est au courant le vendredi soir et qu'elle est expulsée ou expulsable le samedi matin, matériellement, on n'a pas le temps d'agir. On a déjà eu ce cas et c'était extrêmement difficile d'agir parce que tous les services de la préfecture, par exemple, ferment à 16 ou 17 heures. Dans ces cas-là, on ne peut plus rien faire. Dans l'idée des gens, quelqu'un qui est au centre de rétention, c'est quelqu'un qui est prisonnier. Oui, de fait, il ne peut pas sortir du centre de rétention. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas eu affaire avec la justice. Je veux dire, c'est pas un malfrat, c'est pas un délinquant. C'est quelqu'un qui va être, lui, sa famille, sa femme, retenu parce qu'il n'a pas de papier. À la limite, c'est son seul tort. Il y a énormément de personnes qui vivent à Mayotte et qui y vivent depuis très longtemps, 10 ans, 15 ans, même 20 ans, et qui ont même la nationalité française et qui ne le savent pas. C'est très compliqué l'immigration à Mayotte parce que finalement c'est une immigration qui vient vraiment d'îles voisines, pas de pays très lointains, bon un peu de Madagascar, mais c'est quand même en juin la première source d'immigrés. Et chacun connaît quelqu'un qui vit en juin. Donc ici aussi, le clandestin, il a 2 facettes. Il y a le clandestin qu'on ne connaît pas. Celui-là, il n'est pas bon. Celui-là, il faut le renvoyer. Et puis il y a le clandestin, qui n'est pas tout à fait un clandestin, parce que c'est quand même le cousin germain de ma cousine qui habitait là-bas, où habitait ma grand-mère. Il y a une 3e catégorie, c'est qu'il y a des gens qui vivent ici depuis très longtemps, des fois 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui n'ont jamais eu de papier, parce que même il y a 10 ans, il y avait beaucoup de Mahorais qui n'avaient pas de pièce d'identité, compte tenu des problèmes d'état civil, et qui se retrouvent sans papier. Ils me mettent un chaîne comme ça. Et moi, si je vis les Mzungu, et je le dis, et moi, ça fait longtemps que je suis venu ici. Il m'a demandé mon passeport. J'ai donné le passeport. Il a regardé mon date de naissance. Il a dit, toi, tu es né vers 1963 au Comores. Exactement, tu es un vrai Français. Mais, aujourd'hui, j'étais libéré parce que moi, je sais la loi. Vers 1963, c'est les Français qui étaient au Comores. Toutes les personnes qui sont nées dans cette année, c'était Français. Mais, dépêchez-toi, c'est le Mzungu qui me dit, dépêche-toi de préparer votre papier parce que si tu vas en ville là-bas, le gars qui va te prendre, il ne respectait pas ça. J'ai fait toutes les démarches pour avoir des papiers. Et non, tous les jours je vais aux préfectures, il me dit, non, il faut chercher, il faut aller à l'ambassade, il faut tatata, il met à droite, à gauche comme ça. Mais moi, vraiment, ma vie est vraiment très difficile. Parce que j'ai des enfants, j'ai 6 enfants qui vont aller à l'école. Moi, je n'arrive pas à donner les fournitures pour aller à l'école, même à manger. Vraiment, nous avons vraiment une mauvaise situation ici à Mayotte. À partir de maintenant, je dis que ma vie est déjà foutue. Mes enfants, je ne sais pas est-ce que mes enfants ils peuvent avoir de bonnes vies ou ils peuvent vivre comme moi. Je ne sais pas exactement, mais pour le moment, je
je n'ai plus de choix. On n'a pas une homogénéité dans les forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui sont sous pression et ils ne sont pas forcément satisfaits de jouer un rôle qui n'est pas celui de la sécurité, du maintien de la sécurité, qui est assez délaissé à Mayotte, les forces sont vraiment consacrées à l'arrestation d'immigrés. On exige de Mayotte des chiffres exorbitants, puisque l'objectif de 2007, c'était... l'objectif atteint en 2007, ça a été plus de 16 000 expulsions sur 23 ou 24 000 qui étaient atteints au niveau national, pour un pays, Mayotte, qui est 350 fois plus petit en nombre d'habitants que la métropole. Je pense encore maintenant, il y a quand même une pression sur les forces de police ici, où on veut du résultat, on veut du chiffre. Et je sais que j'ai des amis policiers qui en souffrent pour certains et qui se disent « mais moi, j'ai pas passé le concours de policier pour ne faire que ça ». Les interpellations, les contrôles à Mayotte sont importants, tout simplement parce qu'il y a un afflux important de personnes qui se présentent sur l'île de Mayotte. C'est tout. Il n'y aurait pas d'étrangers en situation irrégulière. Bien entendu, les chiffres seraient peu importants. Je travaille dans la fonction publique des forces de l'autorité publique. Priorité numéro 1, surtout, il est basé sur les contrôles d'identité. Fréquemment, c'est ça ce qui se passe actuellement. Il y a un calendrier déjà qui est bien détaillé. Donc, par jour, on reçoit voilà, un programme qu'aujourd'hui, on a besoin de tant de clandestins. Donc, sur ce jour-là, on essaye. On va sur le terrain, puis on commence notre mission d'interpellation. Si jamais ça dépasse, bon, il y en a quelques-uns qui sont relâchés le même jour. Donc on nous a demandé d'être vigilants, de veiller aux conditions d'entrée des étrangers, non pas de faire du chiffre, on nous demande tout simplement de veiller, si vous voulez, à une stricte application des lois et règlements. J'aimerais que la France agisse comme en France ici, dans ce domaine d'immigration clandestine. J'aimerais qu'on respecte totalement les textes tels qu'ils sont dans la loi. Mayotte, c'est bien pratique pour faire du chiffre. En réalité, pour le pays et dans son ensemble, c'est un affichage politique, je dirais, qui motive essentiellement ça. On fait du chiffre et tout le monde est pris dans le chiffre et la pression est forte. Il faut avoir des résultats. Souvent, il y a des parents qui sont reconduits à la frontière tout en sachant que nous-mêmes, sachant qu'ils ont laissé derrière des enfants que personne ne va s'en occuper. Bon, si la famille se fait interpeller avec l'enfant mineur scolarisé, ils sont tout à fait expulsables dans le cadre d'un regroupement familial. Et là, la loi française est claire là-dessus et c'est normal. Par contre, si les parents sont arrêtés alors que l'enfant n'est pas parmi eux, on se retrouve avec des situations un peu dramatiques et particulières. Si vous voulez, c'est que on demande aux parents s'ils ont des enfants qui sont restés à Mayotte. Donc la plupart du temps, on leur demande simplement pour leur dire que c'est peut-être préférable que vous repartiez dans votre pays d'origine avec vos enfants plutôt que de les abandonner ici. Et finalement, dans la quasi-totalité des cas, les familles préfèrent laisser leurs enfants, même très jeunes, même très petits, même bébés, en sachant que de toute façon une voisine ou une cousine va s'en occuper, même si l'enfant à 11 ans est livré à lui-même, préfèrent le laisser sur le territoire en se disant que finalement ils vont peut-être revenir et que de toute manière, même s'ils ne revenaient pas, ils préfèrent laisser leur enfant seul dans un univers mahorais que dans la misère dans laquelle ils ont vécu et qu'ils ont quitté. Ils se disent de toute façon il réussira mieux ici que si on le fait revenir avec nous. Donc les enfants ils survivent. Voilà, ils survivent comme ils peuvent, alors souvent avec l'aide des voisins, cela dit dans des milieux extrêmement pauvres, une bouche, 2 bouches, 3 bouches de plus à nourrir, c'est quand même difficile. Et bien souvent, à un moment donné, l'enfant tombe dans une grande pauvreté. Ces jeunes-là, même s'ils leurs parents est parti en juin, et ils sont voués ici à Mayotte, ils sont seuls. Et il n'y a pas assez de structures à Mayotte pour essayer d'aider ces gens-là, ces enfants-là à s'en sortir. Pour les mineurs en danger en général, qu'ils soient isolés ou non, il y a plusieurs modes d'intervention de la justice qui sont les mêmes à Mayotte qu'en métropole.
Après, nous regrettons pour l'instant un manque de moyens au niveau du Conseil général. Il n'est pas certain que les élus du Conseil général aient encore bien perçu l'importance du phénomène et le fait que c'est une véritable bombe à retardement pour tout le territoire de Mayotte. C'est très fréquent d'ailleurs que les parents et les enfants se trouvent séparés. Soit on a des enfants dont les parents ont été expulsés, qui vivent un peu n'importe comment. Hein, on a d'ailleurs une bombe à retardement réellement là, qui se profile. Il y a quand même de manière fréquente des mineurs isolés qui sont renvoyés. Et pour le faire, il y a une sorte de stratégie d'administration qui est d'accoler un adulte à l'enfant, même s'il n'y a absolument aucun lien de parenté. Un enfant mineur n'est pas en situation irrégulière. Un enfant mineur n'est pas... On ne demande pas à un mineur de disposer de papiers pour prouver sa nationalité. Dans la loi française, il n'est pas considéré comme étant en situation irrégulière. C'est à partir de la majorité que l'on doit, si vous voulez, justifier de sa nationalité. J'ai ici l'arrêté de reconduite à la frontière de ce mineur de 15 ans. Donc on peut lire dessus que c'est un APRF au nom d'un adulte qui s'appelle Monsieur né en 85, qui est largement majeur. Et en tout petit, en bas, on a un article 1, le ressortissant étranger surnommé sera reconduit à la frontière accompagné de âgé de 15 ans. Donc vérification faite auprès des établissements scolaires, la maman est là, la maman ne connaît absolument pas de monsieur qui n'est absolument pas de la famille, et donc c'est la première fois qu'on a une preuve comme quoi des mineurs ont bien été rattachés à des adultes qui ne sont pas de leur famille. On a de multiples cas d'élèves qui vivent des choses très difficiles, et depuis plus de 2 ans que je suis là, j'ai vécu un nombre incalculable de situations où il a fallu intervenir pour faire libérer des élèves, parfois avec succès, parfois sans succès. Il y a 15 jours, là, j'ai eu un jeune d'arrêté, il a 17 ans, il est en classe de seconde, oui, donc il est arrêté, on allait le renvoyer, bon, je suis intervenu ainsi que d'autres pour le faire libérer. La réponse que j'ai eue au niveau des forces de l'ordre, à 2 reprises, ça a été de me dire, tout ça, c'est pas un problème, il est mineur, mais on le rattache à n'importe quel cas d'adulte, donc on peut l'expulser. Très souvent, ce qui se passe, c'est que ces mineurs qui partent, ils reviennent. Ils reviennent parce qu'ils sont inscrits à l'école, parce qu'ils ont leurs camarades qui sont ici. Dans le cas d'un, il est arrivé, il avait 10 ans. Sa mère est encore ici, il n'a plus de famille là-bas. Il a réussi à vaguement retrouver une grande tante au bout de quelques jours qu'il héberge. Donc moi, par le biais de sa mère et de son beau-père, je lui ai fait comprendre qu'il ne fallait pas qu'il revienne en Kwassa, qu'il fallait qu'il attende la fin de ce recours, qu'on allait le faire revenir. Le problème, c'est que ça peut prendre 2 ans. Un garçon l'été dernier qui a été arrêté, un garçon de seconde, qui passait en première, qui a été arrêté, envoyé en juin pendant les vacances, que les vacances sont propices au renvoi d'élèves, puisqu'il y a moins de protection du milieu enseignant quand il se mobilise, ou de l'établissement lui-même. Et ce gamin, il a été renvoyé, il est revenu clandestinement Kwassa. Le Kwassa a fait naufrage, il est mort. Il y a un grand problème maintenant pour faire rentrer un enfant à l'école maternelle. Les enfants qui sont nés sont trop nombreux et il n'y a pas assez de place. Il faut le laisser jusqu'à l'âge de 6 ans et puis rentrer à l'école primaire au CP. Mais faire rentrer un enfant de sans-papier à l'école maternelle, c'est une chance. On sait qu'on a un nombre d'élèves relativement important qui sont des élèves qui sont sans papier, qui sont clandestins. Pour nous, le fondement de notre positionnement, il est conforme à la règle et à la loi, c'est-à-dire que pour nous, il n'y a que des élèves. Il est vrai qu'il y a constamment des tentatives des offensives, pour nous obliger à contrôler ces élèves. On a eu un projet de note d'information du préfet qui disait clairement que nous demandons de demander des titres de séjour à l'inscription. On a aussi eu des consignes de notre hiérarchie disant qu'il faut orienter les clandestins en CAP systématiquement, pas au-delà.
de manière à raccourcir leur cursus. Évidemment, pour nous qui n'acceptons pas de différencier les élèves, donc les traitant selon leur mérite, on n'allait pas accepter ce genre de démarches qui sont des démarches illégales. L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre 6 ans et 16 ans. Et ensuite, il est même précisé, la présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue, si jamais le cursus n'était pas terminé, puisqu'il y a d'autres articles de loi qui disent qu'on doit pouvoir permettre aux jeunes français ou étrangers des deux sexes de pouvoir terminer leur cursus scolaire pour avoir un diplôme reconnu ou même une formation professionnelle. Le ministre lui-même a rappelé à des inspecteurs d'académie et des recteurs en métropole que des errements conduisaient des responsables à demander des titres de séjour aux élèves dans les établissements. Il rappelle alors les recteurs en disant que ce sont des errements, ça. Et je crois qu'il a raison, le ministre là en l'occurrence. Chacun a sa place. Un proviseur, un vice-recteur, un inspecteur n'a pas à exercer un pouvoir de police. Il doit se référer aux valeurs qui mènent l'institution. Ici, à Mayotte, il y a un bouleversement complet des habitudes, du mode de vie. La société de consommation est occidentale qui arrive à grande vitesse. Il y a des fois où on va peut-être trop vite. On apporte des besoins qui ne sont pas encore présents. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce que maintenant, il y a un va-et-vient. Les Mahorais vont en métropole, à La Réunion, ils reviennent à Mayotte, ils ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas ceci ici, alors que les mêmes choses qu'ailleurs. En même temps, est-ce que la société est prête à accepter de plein fouet comme ça une société de consommation à outrance quand on n'a pas eu 50 ans pour le digérer? Pour l'instant, tout le monde est tourné vers la métropole. Peut-être que viendra un jour où on se tournera un peu plus vers soi et vers son environnement régional. Il y a en effet une volonté fortement exprimée par les Mahorais d'accéder au statut de département. La départementalisation, elle est souhaitée par les Mahorais pour différentes raisons, mais elle est souhaitée notamment parce que je crois que dans l'esprit des Mahorais, c'est perçu comme une garantie définitive de l'appartenance de Mayotte à la France. Cette départementalisation de Mayotte, donc cet ancrage définitif de Mayotte au sein de la République française, ça doit se concevoir aussi dans un ancrage de Mayotte au sein de l'ensemble géographique que constitue l'archipel des Comores. D'ailleurs, il y a quelques mois maintenant, le président de la République française a pris une initiative diplomatique importante, innovatrice, puisqu'il a reçu le président Sambi, le président de l'Union des Comores. Ils sont convenus de constituer prochainement ce qu'on a appelé un groupe de travail de haut niveau, c'est-à-dire un groupe qui réunirait à la fois des représentants du gouvernement de l'Union des Comores et des représentants de la France, et qui travaillerait pour avancer sur tous ces sujets que j'évoquais, gestion des flux migratoires, coopération sanitaire, coopération en matière d'éducation. On parle beaucoup de coopération régionale. Le fait de former des jeunes ici, quel que soit leur statut, de clandestin, de pas clandestin, de sans-papier ou pas sans-papier, de toute façon, c'est la meilleure forme de coopération régionale. Mais il faut des jeunes qui vont travailler, équiper les études et pour travailler pour l'île après, pour son île après. Les jeunes comme moi, s'ils n'ont pas des ambitions quelque part, aller planter des entreprises dans tous les côtés de l'île, l'île jamais marchera. C'est nous, notre savoir-faire, nous les jeunes d'aujourd'hui, qu'on fait de bac pro ou de PDS ou de machin, de BTS ou de machin, aller travailler dans notre île, faire quelque chose. Et ça, si on n'a pas étudié, si on n'a pas touché de métier, on ne peut rien faire. Je pense que le rôle qu'on peut jouer, la France, vis-à-vis des jeunes, c'est vraiment un rôle déterminant. On va donner une vraie formation à ces jeunes, une formation en termes de connaissances, et la formation, imaginons qu'ils repartent chez eux, la formation, c'est la base du développement économique. Si ce groupe de travail de haut niveau se constitue,
c'est à lui qu'il faudra laisser la primeur des mesures qui seront prises de façon concertée entre les Comoriens et les Mahorais, et la France à Mayotte. On pourrait imaginer que certaines productions primaires soient faites à Anjouan, par exemple, et que des activités de transformation et distribution de ces mêmes produits se développent à Mayotte. Quand on parle de la coopération, il faut le voir dans quelle optique et dans quel cadrage, mais il ne faut pas que la coopération soit à sens unique. Tout récupérer pour Mayotte et que de l'autre côté, il n'y a rien de Mayotte qui va de l'autre côté. La logique qui est faite, c'est de produire là-bas pour Mayotte, pour tout ramener à Mayotte. Mais d'abord, il fallait voir sur place dans quelles conditions la production elle est faite. Le respect d'abord de l'homme sur ce territoire-là. Or, ces gens-là, en étant sous-payés, certainement, leur logique, c'est de venir à Mayotte où la situation elle est meilleure. C'est pas ça qui va aider à fixer les gens sur place. Quand vous discutez avec les personnes en situation irrégulière, finalement, elles n'ont pas envie d'habiter là. Si elles viennent ici, c'est parce qu'elles ne peuvent pas rester là où elles sont et qu'elles ne peuvent pas vivre décemment. Elles viennent ici pour travailler et envoyer de l'argent à leur famille qui est restée là-bas. Franchement, moi, je rêve d'aller chez moi. Franchement, même aujourd'hui, quand il y a un bar qu'on nous dit que allez chez vous s'il y avait les moyens, comme ici à Mayotte, j'aurais dû aller chez moi. Moi, je rêve de chez moi. Ici, j'ai pas la liberté. Nous, on est des balles perdues. Tu vois, parce que les grands Comoriens, ils sont aux grandes Comores. Les Anjouanais, ils sont en Anjouan. Et les gens qui viennent faire des allers-retours sont des gens qui n'ont pas le moyen, ou c'est des gens qui étaient obligés, ou c'est des gens qui ont ici, par exemple, pour la santé ou pour l'éducation nationale, mais des gens qui se sentent bien chez eux, aux Grandes Comores, pourquoi pas venir ici. Moi, personnellement, j'ai jamais rêvé de venir à Mayotte. Aujourd'hui, je me suis trouvé à Mayotte, mais c'est pas parce que j'avais envie des pieds avant de venir à Mayotte. C'est pas tout le monde qui veut venir à Mayotte. Ouais, je voulais aller chez moi parce que toutes les personnes qui éloignaient de ses parents, son papa, sa maman, c'était un orphelin. Et moi ici, je vois que je suis un orphelin parce que ça fait très longtemps, ça fait 10 ans que je ne vois pas maman, ma papa, mes parents, mes copains, mes copines, je ne vois pas, je suis orphelin ici. Tini tumani nanda tani fela tanani anaswava na reuzanani sani zani veva vizani timba pundi tini tumani nanda tani fela tanani Ana suava na reuzanani